Ok, on accueille donc Bertrand Deloy, pour nous parler. On va continuer l'approche du théorème de superagilité. Donc merci beaucoup. Merci à l'heure de venir raconter ça. Voilà. Alors en fait, donc, je vais continuer l'approche de cette théorème de superagilité qu'on a énoncé plusieurs fois. Donc je vais quand même réénoncer une énième fois qu'on se rappelle bien de qui il s'agit. Donc en fait, c'est la démonstration, je vais reprendre la suite de la démonstration qui avait été avec deux exposés de Kevin et Laurent. Donc j'expliquerai exactement comment est-ce qu'on utilise ce qu'ils avaient démontré dans ces deux séances. Donc le théorème qu'on a envie de démontrer, j'espère que j'arriverai au bout de la démonstration en fait aujourd'hui. C'est le théorème suivant. Donc on prend G un groupe de données semi-simple réel. Gamma un réseau dans ce groupe de données. Et donc là, ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est le théorème qu'on appelle le théorème de super-rigidité, c'est-à-dire comme ça, gamma. Donc on va se donner également H, un groupe de Lie réel simple. En fait, même si ce n'est pas forcément réel, groupe de Lie sur K. K, ça peut être R, C, ou même des entiers réaliques, ou même voir une extension finie de Q. Qu'on suppose simple, H. Et on donne également un morphisme pi de gamma dans H. Et ce morphisme, en fait, donc le théorème de superagilité nous dit qu'en fait, essentiellement, tous les morphismes comme ça proviennent de morphismes de G dans H. Il faut une petite hypothèse, donc un morphisme dont l'image est Zariski-Dense. Norme. Et dans ce cas-là, alors, qui se prolonge dans un morphisme de H, de G dans H. Donc c'est ça les notions de superagilité. Donc, un certain nombre de choses que je voudrais dire. Donc, la première, c'est que dans l'exposé, comme je l'ai dit, j'aimerais arriver à la fin de la démonstration, mais je vais supposer souvent, quand ce sera utile, pour moi, quand ce sera simplifier des arguments, que j'ai en fait. On va supposer que c'est cette phrase. Ça me fait penser que l'énoncé que je viens de donner est évidemment faux. Il faut supposer un truc. J'ai oublié de notre hypothèse centrale dans ce théorème-là, ça me permettra de la mettre en rouge, c'est que le groupe de l'IG, il est supposé être de rang réel supérieur ou égal à 2. J'ai oublié de mettre, c'est l'hypothèse centrale, parce que pour les groupes de rang 1, la superrigidité n'a pas lieu, même là, il y a des exemples qui ne sont même pas rigides. Donc, de rang réel supérieur ou égal à 2. Donc SL3 de R, c'est en quelque sorte c'est un des exemples les plus simples qu'il ait peut-être, parce qu'il a le rang réel exactement 2. Donc le rang, je rappelle que d'un point de vue algébrique, c'est la dimension du sous-groupe de carton de G.
En termes géométriques, c'est la dimension d'un plat totalement géodésique maximal dans l'espace symétrique correspondant. Donc ici, voilà, on aurait pu prendre aussi, on aurait pu faire le cas de SL2R croix SL2R. Et donc, ah oui, ça me fait penser aussi, j'ai encore déconné une hypothèse. Donc, il y a une hypothèse supplémentaire dans le cas, justement, le groupe est vraiment semi-simple, c'est-à-dire qu'il n'est pas simple, c'est vraiment. Et donc, comme par exemple SL2R croix SL2R. Et là, il faut supposer que le réseau est irréductible. Voilà. Bon bref, en fait déjà le théorème de supergravité de Margulis, c'est vraiment une autre filière est super intéressante de comprendre la démonstration dans le cas où G est Z3 de R et gamma c'est Z3 de Z. Et en fait essentiellement c'est ce que je vous ai expliqué. Donc ça c'est les premières remarques. La deuxième truc c'est qu'au niveau des sources, j'ai pas eu énormément de temps pour préparer. Essentiellement, j'ai préparé dans l'avion et je suis en jet lag total, donc ça risque de déconner un peu l'exposé, je vous préviens d'avance. Et ce que j'ai utilisé, j'aurais bien voulu étudier d'autres textes, notamment j'aurais bien voulu étudier ce qu'avait fait sur Stone dans cette histoire-là, mais j'ai pas du tout le temps de regarder. Ce que j'ai fait essentiellement, c'est que j'ai pris le texte de Yves Benoît, et ce sera les mêmes notations, ce sera à peu près la même chose que dans le texte d'Yves Benoît avec des petits. En fait, je pense que je vais choisir certains arguments, je ne vais pas tout expliquer, je vais choisir des trucs qui me paraissent les plus essentiels. Donc voilà. Ok. Donc c'est quoi le principe de la démonstration? Donc le principe de la démonstration, c'est le suivant. Donc déjà, le principe de la démonstration, pour pouvoir en fait construire cette extension de pi, du morphisme pi, en fait, bon, on aimerait bien raisonner en termes de groupe, mais ce sera très intéressant d'utiliser des représentations, d'algèbre binaire, c'est-à-dire des représentations des groupes G et H linéaires qui sont appropriés au problème. Et donc on va utiliser des représentations, notamment des représentations de H et ensuite des représentations induites G. Donc on se donne une représentation binaire de H à distance sur un espace vectoriel de dimension finie réelle. Dimension finie. En fait, il faudra bien la choisir, mais on verra après comment est-ce qu'on fait pour bien la choisir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un fibré vectoriel au-dessus de l'espace homogène G sur gamma, à partir de cette représentation. Donc, en fait, elle induit, je vais l'appeler ρ. Donc, ρ et pi induisent un fibré vectoriel plat que je vais noter E, disons, au-dessus de l'espace homogène G divisé par gamma. Donc, cet espace, je fais agir gamma sur G par constellation à gauche. Donc il est plat, donc en fait il est simplement donné par la monotonie, par une représentation de gamma dans GL de V. Et cette représentation, c'est juste, on prend pi, qui nous est
permène d'avoir fils de gamma dans H et on compose avec rho. Bertrand, quand tu dis tu prends rho une représentation de H, donc GL de V, t'as vraiment pensé H comme un sous-groupe fermé de GL de V ou tu prends n'importe quoi? Je dirais plus tard, mais on donne une représentation. Oui, en fait, on voit H comme un sous-groupe, comme H est simple, de toute façon, cette représentation est essentiellement injective. Elle n'est pas égale à l'identité. H est simple dans le H est simple. En fait, c'est pas une hypothèse très importante dans le théorème. Il me semblait qu'on n'avait pas supposé. On peut souvent on peut souvent s'y ramener à cette hypothèse. On va dire ça comme ça. C'est pas vraiment une hypothèse très importante. La courbe que j'avais utilisée, il me semblait que c'était pour un groupe de Lie, enfin, a priori sans limite de simplicité. Je me souviens peut-être mal. Bon, oui, semi-simple, mais bon, tu vois, si tu as un simple, tu as un semi-simple. Bah ouais, parce que tu le projettes sur les facteurs simples. Oui, non, bon, l'application simple, semi-simple, ça peut être. On peut souvent s'y ramener. Donc, c'est peu comme ça. Voilà, on projette sur les facteurs. Mais bon, si le groupe n'est pas semi-simple, c'est faux, quoi, je pense. Je sais pas comment on fait. Non, mais excuse-moi, j'y réfléchis. On peut y réfléchir, mais enfin. Bon, en tout cas, on va supposer qu'il est simple. Grosso modo, on peut penser que ce groupe H, c'est SLN de R. Quoi. Et ρ, c'est une représentation linéaire de SLN de R dans un SL grand N de R. Quoi. Donc là, la notation ensuite exacte, ça veut dire que E est un fibré de base gamma sous G et de fibre V. Voilà, c'est ça. Et en fait, le monodromie, donc un fibré plat, il est uniquement déterminé par sa monodromie. Et on va supposer que la monodromie, c'est exactement donc, la monodromie donnée par la composition de rho par pi, de pi par rho. Donc c'est-à-dire en termes concrets, concrètement, ce qu'on a, c'est que E, il prend le quotient. Donc, en fait, là, je sous-entends un petit peu que G est simplement connexe, donc on peut faire cette hypothèse éventuellement. Mais donc concrètement, en fait, on définit E comme ça, on prend le produit au niveau du revêtement de. Si on prend le feedback de E par l'application de G, bon G sur gamma, ça va être un fibré trivial. D'accord. Et au quotient, on a tendu en fait le fibré via la représentation rencontrée, c'est-à-dire que X XV est identifié à gamma X. Gamma c'est un élément de réseau. Et rho pi de gamma appliqué avec. L'application de E vers G sur gamma, c'est juste l'application qui envoie cette classe de XV sur la classe de X. Donc la fibre, c'est bien X étant fixé modulo gamma, c'est bien identifié à l'espace vectoriel. Ok. Et donc en fait, donc voici l'observation vraiment fondamentale, qui n'est pas en fait complètement évidente. Donc, je voudrais dire aussi un truc, c'est que la commande pour aujourd'hui, c'était d'essayer de rendre la démonstration du théorème de supériorité plus géométrique possible. En fait, j'y suis pas arrivé. Je pense que c'est des parties assez algébriques. On peut essayer de les rendre géométriques en disant voilà, c'est certaines sections, certains fibrés, en fait. Je pense que ça rend les choses plus compliquées. Mais voilà, c'est quand même ce que j'essaie de faire un petit peu, c'est de définir ce fibré, etc. Mais
en fait, on n'est vraiment pas du tout obligé de le faire, et c'est pas tout le temps, à mon avis, c'est pas tout le temps des choses. Enfin bon, bref. Toujours est-il qu'il y a cette observation, en fait, de base, pour démontrer le théorème, qui est la suivante, c'est que on peut, enfin, pi s'étend à un morphisme continu de G sur H, si et seulement si il existe un sous-espace E de section de ce fibré, un sous-espace vectoriel de S, ce que j'ai noté S qui dépend donc de gamma pi rho, c'est fibré, donc ça c'est par définition c'est les sections de E, en fait, après on verra exactement dans quelle classe de régularité on se passe, de dimension finie. Qui est G invariant. Ça me fait penser que j'ai oublié de préciser quelque chose de très important ici, c'est que lorsqu'on a un fibré plat au-dessus de G sur gamma, en fait, l'action de G sur gamma par multiplication à droite, eh bien en fait, on peut la relever en une action de G sur E, une action qui préserve la structure de fibré créé, une action linéaire, si vous voulez. Je vais l'écrire dans une couleur ici. Ici, on a une action de encadrée. G agit sur corps E par la formule suivante, c'est que G appliqué à... En fait, ça agit en haut simplement par translation à droite sur la variable I, ça ne touche pas à la variable Z. D'accord. Et évidemment, ça relève l'action de G sur, par multiplication à droite sur le plus. Donc voilà cette action-là. Et bon, c'est une action linéaire. Et en particulier, ce qu'on peut faire, c'est que lorsqu'on a une section de E, eh ben, on peut la translater par cette action-là. Donc il y a une autre section. Et donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a cette observation de base pour démontrer le théorème de Margulis, qui est la suivante, c'est que on va pouvoir étendre phi si et seulement si on va pouvoir trouver un sous-espace de section de dimension finie qui est G invariant. Okay, donc, ce que j'aimerais faire, c'est passer un certain temps à expliquer ce truc. Donc, il y a un truc ici qui va être très important dans la démonstration, c'est qu'en fait, il va nous suffire de considérer des sections qui sont juste mesurables. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une section de E? Si elle est continue, on peut toujours la relever à une section du fibré, enfin de G vers le fibré trial G croix D, c'est-à-dire à une fonction de G dans D. Et cette fonction, elle devra vérifier une certaine propriété d'équivalence pour provenir d'une section. Cette propriété d'équivalence, elle s'exprime de la façon suivante. Donc, en fait, les sections s'identifient aux fonctions de G vers D, qui sont gamma rond rempli équivalente. C'est-à-dire que F de gamma x, gamma pi, rond rempli, gamma
que soit x en G, que soit gamma dans G. Donc c'est ça une section de E. Et donc en fait, ici en fait il suffira de trouver un sous-espace pour reconstruire. En fait évidemment le sens qui est intéressant c'est celui-là. Pour nous, parce qu'on va chercher à répondre ce morphisme-là, donc on utilisera vraiment ce sens-là, mais pour comprendre cette observation, c'est pas mal de voir que ça va scier ce nom-ci. Donc je comprends pas, là, vous partez d'un marque. Tu peux me tutoyer, ouais. Est-ce que je suis obligé? Bon, en orange, donc G agit sur eux parce qu'on a un cocycle trivial sur les fibres. Ouais. Et le but, c'est de sortir un cocycle non trivial, c'est ça? On veut fabriquer un cocycle qui correspond à une opération de G sur V. Ouais, c'est-à-dire on veut créer un fibré dans lequel il va y avoir l'information de la représentation de gamma. Voilà, donc on veut un cocycle non trivial compatible avec le cocycle qu'on a déjà, mais qui n'est pas défini par qui est issu du gamma, quoi. On a un cocycle. Et ici, le cocycle, en fait, c'est la représentation de gamma dans V, dans GL de V qui transite à travers H. D'accord. Et du coup, à partir de ce cocycle-là, on va construire un fibré vectoriel correspondant. Et au niveau du revêtement, au niveau de G, il n'y a pas de. Je ne sais pas si c'est ça ta question. Le prolongement qu'on va obtenir de gamma à G, là, il est unique ou pas? Est-ce qu'il est unique? Ouais, il est unique parce que ce gamma est ariskidance. Donc là, la section qu'on va récupérer, elle est unique aussi. Le sous-espace vectoriel de dimension finie? Oui, en fait, est-ce que c'est une droite? Non, c'est pas une droite, c'est un sous-espace vectoriel de dimension finie, mais il va être de dimension, donc tu remarques. Ok. Donc, je vais construire tout de suite un exemple en fait, c'est intéressant de regarder la démonstration de cette implication qui ne nous servira pas, mais c'est juste pour comprendre, et qui est très simple. Et justement, ça va un peu répondre à ta question. Donc, comment est-ce qu'on fait pour voir ça? Il faut construire. On suppose que le morphisme pi défini sur gamma, en fait, s'étend à un morphisme défini sur G. Et on veut construire un certain ensemble de sections, de fibrés, d'applications équivalentes comme ça, qui a un sous-espace vectoriel de dimension finie et qui est général. En fait, vous voyez, si jamais on sait que la représentation pi s'étend à. Le morphisme aussi s'étend à G, dès qu'on se donne un élément V dans l'espace vectoriel en V, on peut définir une section de ce fibré qui est simplement l'application équivalente FV de X qui est égale à pi de X appliqué en V. D'accord? Cette application, évidemment, elle est gamma équivalente. Enfin, rho rempli gamma équivalente. Excusez-moi, c'est rho rempli. Donc, encore une fois, on utilise toujours la représentation linéaire de H. En fait, on a envie d'utiliser la représentation linéaire. On pourrait une fois pour toutes plonger H dans GL de V, mais le problème c'est qu'on va devoir changer V de temps en temps. C'est pour ça que pour l'instant je vais dire le rho. Sinon, c'est un peu embêtant de notation, mais. Donc, vous voyez, donc cette application, en fait, ça définit une fonction de G dans V qui est rho rempli équivalente. Mais en plus, donc, l'ensemble de toutes ces applications, évidemment, ça dépend de façon linéaire en V, donc ça définit un espace de dimension finie, de dimension, la celle de V. Okay. Et en plus, il est bien invariant. Donc, vérifions qu'il est bien invariant, juste pour des petits calculs. Donc, il est bien invariant, tout simplement, faisons-le. Donc, c'est quoi l'action de G sur les sections? Je vais l'écrire ici parce que l'action. Donc G, il agit sur les sections rho rempli équivalentes. Et l'action, si on regarde comment elle est foutue, c'est juste on transplate à droite la variable. Okay. Donc, si je calcule G à point F de V en X, là, je trouve que c'est rho rempli de X
fois G moins 1 en V, c'est-à-dire, bon bah c'est rho rond pi, excusez-moi pour ce calcul de débit, mais bon, il me semble que c'est un sous-type de V, c'est-à-dire, c'est F de rho rond pi moins de G moins 1 de V en X. Donc on voit en fait par ça que si on regarde cet espace de section, il est G invariant parce que si on prend une section avec V, ben, elle est envoyée par G sur la section correspondant à ce vecteur. Et en plus de ça, ben, la représentation qu'on trouve de G, donc du coup on a une représentation linéaire de G puisqu'on a un espace invariant de fini, c'est quoi cette représentation? C'est exactement la représentation de rencontre. D'accord? Donc c'est quand même vachement subtil, c'est-à-dire que dès qu'on va trouver, dans ce sens-là, on trouve un espace invariant qui est exactement l'improngement de la représentation. Si jamais on ça avait déjà été en pi. Ok. L'autre sens, il est un peu moins évident, mais ça reste quand même de l'ordre de l'observation près. On va obtenir la même chose dans l'autre sens aussi. Ouais, on va obtenir vraiment que ça étend, on va obtenir vraiment une représentation qui permet d'étendre ce morphisme-là. On va obtenir exactement la même chose dans le sens. Donc on va le voir, je vous vois parce que je pense que... Ok, comment ça marche? Alors, donc dans le sens, je vais traiter dans ce sens-là, qui est le sens qui va nous intéresser. Donc on se donne donc un sous-espace vectoriel de section de ce fibré plat qui sont mesurables, qui est de dimension finie, qui est G invariant. Donc du coup en particulier, ce qu'on a, c'est une représentation linéaire du groupe G, mais qui est simplement mesurable a priori. Donc comment est-ce qu'on voit qu'elle est mesurable? Donc en fait on obtient donc de G dans GL de E, qui est mesurable, c'est-à-dire que le morphisme de G dans GL de E est mesurable. Pourquoi est-ce que c'est vrai? Pour ça, il faut juste écrire dans une base, en fait, notre représentation. Car en fait, si S1, enfin, F1, FR est une base de E, eh bien on a l'action, en fait, la représentation linéaire de G. Pour la calculer, il faut écrire FI XG-1, ça va être une somme sur J de coefficient CIJ de G fois FI de X. Okay. On a des CIJ de G qui forment justement l'image de G dans GL de E, okay, et qui vérifie cette relation, quelle que soit, pour presque tout X. Et vous voyez, en fait, on peut retrouver les CIJ de G simplement avec les fonctions FI et FJ. Et en fait, ça va nous dire que ces coefficients, CIJ de G, varient de façon mesurable en termes de G. C'est un morphisme mesurable. Je vais quand même garder cette formule parce qu'elle va nous servir d'info. C'est assez clair que c'est un morphisme mesurable.
Donc la première étape, c'est de voir qu'en fait, ce morphisme mesurable, J'ai pas compris, je suis désolé. On parle d'une opération de G sur E qui est borélienne ou mesurable? en fait, G. En fait, le truc, c'est que G, il agit sur l'espace des sections mesurables. Il agit de façon mesurable, Et en fait, il va agir de façon mesurable. mais pas borélienne. C'est quoi la différence entre mesurable et borel? Mesurable, ça veut dire mesurable pour la mesure de A sur G, et borélienne, ça veut dire borélienne. En fait, d'accord. Donc, tu veux dire pour l'attribut de Borel et. Voilà, est-ce que c'est pour la En fait, pour la compléter en fait, si tu veux, donc, et là, j'ai. Là, vous écrivez pour presque tout X dans G, donc moi je suppose que c'est plutôt mesurable que borélien là. C'est pour presque tout X par rapport à la mesure de A. D'où vient ce pour presque tout X? Parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai pas été très clair là-dessus. C'est parce qu'en fait, au lieu de section mesurable de E, ce qu'on va considérer, parce qu'on va arriver à construire, en fait, c'est un sous-espace E des espaces de section. Et ces sections, c'est des sections qui sont définies presque partout. Voilà. D'accord. Donc c'est les sections mesurables. Voilà. Donc en fait, on obtient un morphisme qui est défini. En fait, cette application est définie presque partout. C'est un morphisme. Et donc, en fait, je pense qu'il y a des petites subtilités que je cache un peu et dont j'ai pas trop conscience même. Il faut dire que ça coïncide presque partout avec un morphisme en fait. C'est ça. Oui, mais c'est un peu général. C'est chouette. Ouais. Oui, Ouais. c'est quelque chose que tu as vu, mais c'est un peu général. Peut-être que un morphisme défini presque partout dans Pour la mesure de A et on coïncide presque partout avec un morphisme. Je crois que J'avais même continué, un morphisme continu. Mais je comprends pas parce que c'est un espace vectoriel de dimension finie, mais Ouais, logique, je super. Ouais, mais le truc, c'est que. Ça me dit quelque chose. Il agit sur des classes, mais il agit vraiment. Même si c'est. Attends. Tu vois, il envoie linéairement la classe de telle section sur la classe de telle section. Alors après, si tu veux le voir. C'est des égalités qui sont là presque partout. Il est bien défini. Mais a priori, il est bien défini, mais a priori, il va être juste mesurable. Je pense que c'est ça. Il va être juste mesurable, a priori. D'accord. Mais en fait, il y a un fait général, c'est que entre groupe de lits, si on a un morphisme mesurable, en fait, il est continu. C'est un fait pas absolument, mais je ne vais pas le démontrer. Fait. Un morphisme mesurable. Entre groupe de lits. Avec une tige. Voilà. Et du coup, en fait, on récupère d'une part on récupère en fait une représentation linéaire de G, mais effectivement qui est continue. D'accord. Et en fait, d'autre part, il y a un truc qu'on récupère de cette remarque, de ce fait, c'est que en fait, les sections FI qui appartiennent à cet espace vectoriel de dimension finie, elles sont nécessairement continues. Pourquoi? Parce que vous voyez, regardez, contemplez cette équation ici. Les CIJ sont des fonctions continues maintenant à cause du fait. D'accord? Maintenant, cette fonction FI, je peux la regarder de la variable G, quoi. Je fixe X. Et du coup, c'est une fonction qui est continue. Donc en fait, FI continue. Donc c'est vraiment intéressant, ce fait-là, il démontre deux choses. Enfin, il démontre déjà que ce morphisme-là est continu, ce qui est intéressant, mais d'autre part, il démontre qu'à chaque fois qu'on donne un sous-espace vectoriel de section mesurable qui est dimension finie et G invariant, en fait, c'est des sections continues. Tu veux plutôt dire qu'il y a une fonction continue dans la classe presque partout Ouais, c'est une section qui est presque égale presque partout à une section continue. Les sections de E sont on va abréger C'est une blague. j'ai pas saisi. Ok, donc voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ces remarques, on va pouvoir essayer de faire le lien avec l'extension du morphisme. Bon, maintenant on sait bien que ça c'est ça.
Donc il faut essayer de faire un lien, et là, ce lien il est assez clair en fait, c'est que donc on aimerait bien relier la représentation linéaire de G qu'on vient de construire ici avec la représentation linéaire de H. Et ce lien va venir de simplement l'évaluation d'une section en l'identité. Donc en fait, on a une application delta qui est une section, question d'évaluation, qui est une section de S associe sa valeur en identité, qui est un élément de D. Et en fait, vous voyez que cette donc ici en fait, pardon, je vais restreindre simplement la section de E. Cet espace, c'est une représentation, c'est l'espace de représentation d'objet. Et là, c'est l'espace de la représentation de H, où on peut voir comme une représentation de gamma. Et en fait, cette application, elle est gamma équivalente vis-à-vis de l'action de gamma par translation via le traitement de gamma dans G, et ici vis-à-vis de la représentation rond rempli de gamma. C'est cette application, elle est gamma rond rempli équivalente. C'est simplement dire que les sections F sont rond rempli équivalentes. Donc du coup, cette application, elle est gamma rond rempli équivalente. Cette fois, l'action de gamma à gauche, c'est celle qui est induite par l'action de G. C'est gamma. Voilà, exactement. C'est via. Voilà. Ici, l'action. Tout à fait. On regarde comme la fusion de gamma dans G et l'action. Et en étant vu comme une représentation de G. Donc voilà, mais du coup, en fait, c'est exactement ça en fait, qui va nous permettre d'étendre le morphisme. Puis en fait, ce qu'on va démontrer, c'est que delta. Enfin, on va démontrer ça sous une hypothèse que j'ai peut-être pas écrite, mais on peut toujours supposer que la représentation de H qu'on a choisie, ρ, elle est irréductible. On fera. Je vais supposer, c'est pas vraiment peut-être nécessaire de le faire ici, mais on supposera toujours que la représentation qu'on choisit, on va varier au cours de l'exposé, hein. En V, on va supposer irréductible. C'est là que tu as besoin d'être hypothèse de soumission. C'est là que tu as besoin d'une hypothèse de soumission, c'est ça, je pense. Si, ouais. Oui, absolument. Ouais, on utilise pour la représentation. Toujours sur un sol. Ouais. Parce qu'après, oui, sinon. En fait, bon, on verra exactement. En fait, oui, c'est ça. Pour construire cette représentation, oui, en effet, on utilise par exemple que toute représentation est une somme de représentation réactive. Bon, c'est vrai. Là, on utilise des choses. Là, tu n'as pas dit que besoin de supposer que delta là soit injectif, par exemple. Elle est en fait, justement, je vais vous montrer. En fait, delta, c'est un isomorphisme. Je vous démontre que delta est un isomorphisme et qu'en fait, du coup, ça a démontré qu'on était dans la situation qu'on avait décrite en premier. Ça va démontrer justement que pourquoi c'est un isomorphisme? C'est facile, donc delta réactif, c'est facile, donc on regarde le noyau de delta. Le noyau de delta, il est clairement gamma invariant. D'accord, puisque cette application a des pirons gamma équivalentes. Ok, gamma, il est à résidence par le théorème de Borel dans G, un réseau dans un groupe de Lissi simple toujours à résidence. Donc du coup, en fait, curve de delta, en fait, il est général. D'accord. Moi, je prends une section
prends un élément dans le carré de delta. Donc ça veut dire que M de E est égal à 0. Et maintenant, F est G invariant. Donc GF, je vous rappelle que c'est F de X G moins 1. D'accord. Donc si j'applique cette relation va nous montrer qu'en fait F va être complètement nul partout. Parce qu'elle est nulle en un point, et en utilisant cette relation, on va voir que F en fait est nul partout, et du coup en fait le mot de delta est positif. D'accord. Donc l'injectivité, ça découle de ce théorème de Borel, c'est la réciprocité des réseaux. Et maintenant, la surjectivité, c'est beaucoup plus facile, c'est simplement le fait que la représentation rho, elle est irréductible. Donc ça, c'est le même argument. Donc, en fait, ça va utiliser le fait que... Donc, la surjectivité, c'est d'utiliser l'hypothèse ici que l'image de gamma dans H par la représentation Q, elle est la résidence. Parce que l'image de delta est également gamma invariant. Okay. Et maintenant, pi gamma, il est la résidence dans H. Donc du coup, en fait, l'image, elle est aussi H invariante, en fait. Okay. Et comme la représentation est irréductible, c'est... Ouais. Pour utiliser la densité pour étendre à la réaction de Touget, est-ce que ça veut dire que pi est algébrique, le morphisme? Enfin, j'ai du mal à voir, tu vois, où est la part de... Ici, là, je l'utilise pas du tout, en fait. Ici, je dis juste que quand tu as... Parce que gamma, il agit via pi quand même, non? Comment? Gamma, il va agir sur le noyau de delta à travers pi. À travers la... Ah non, il agit sur le noyau de delta juste par la représentation, comme étant un sous-groupe de G. G agit sur E. Ok, et gamma agit sur... il mélange il faut que tu veux que G soit gamma un groupe de Lie algébrique. Mais c'est toujours le cas. Enfin, les groupes de Lie semi-simples réels, j'ai peut-être une connerie, mais je pense que c'est toujours des groupes de Lie. C'est toujours ce que tu veux dire. Il me semble, non? Les simples. Il y a peut-être des blagues. Éventuellement, on aura un défini près. Peut-être un défini près. PSL n'est pas... PSL. Ouais, bah c'est défini près. Ouais, PSL, un défini près, ça va. Donc je pense qu'en coup de choses sera ramené au cas où peut-être. Ouais. Ok, ouais. J'aurais fait cette utilité-là que je ne vais pas maîtriser. Mais je pense que c'est. Voilà, donc du coup en fait la surjectivité c'est donc simplement le même argument appliqué en utilisant l'hypothèse ici que l'image par pi est la résidence. Ok. Et donc du coup on obtient l'isomorphisme et ça démontre qu'en fait on était dans la situation qu'on avait décrite en premier, c'est-à-dire que justement le morphisme pi se prolonge en un morphisme de G dans H. Ok. Et donc, la réponse à ta question, en fait, les seuls espaces invariants, on retrouve précisément toujours les mêmes représentations. D'accord. Donc ça, c'est l'observation de base. Moi, ça ne me semblait pas complètement clair tout ça, mais je pense que ça valait le coup de... Parce que c'est très simple, ça valait pas non plus de passer du temps là-dessus, je pense. Ok. Donc maintenant, une fois qu'on a fait cette observation, je vais décrire un petit peu la stratégie pour trouver. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est trouver un espace de dimension finie de section de ce filet tordu là, au-dessus de G sur gamma, qui est G invariant et de dimension finie. Donc la stratégie. C'est quoi exactement les signes là pour te dire? Tu dis que si tu as une représentation de G et un sous-groupe Zaras-Fidance, alors tout espace G invariant et aussi, enfin tout espace gamma invariant et G invariant. Mais là il faut utiliser par exemple que G simple, que G semi-simple, un truc comme ça, parce que si tu prends un Z dans R, c'est faux. Ah ouais, non, j'utilise la Zaras-Fidance de Lorraine. Oui, mais justement, peut-être. Si. Enfin, pour Z dans R, c'est faux. Les Z, les Zaras-Fidance dans R. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison, mais l'action n'est pas algébrique. C'est ça que tu penses, c'est l'action via l'exponentielle.
c'est des actions. Ah, c'est pour ça, justement, c'est pas un peu. C'est pour ça. C'est pour ça. Mais Mais en fait, tu vois, sinon c'est dense dans le système d'action safe. L'action pas active. Ça va. Donc, d'accord. Donc maintenant, donc j'étais en train de décrire la stratégie pour construire l'espace E. Donc en fait, pour construire l'espace E, on va commencer. Donc en fait, voilà, on va commencer par. Ok, donc G, c'est un groupe de liste semi-simple, il admet un sous-groupe de carton A. Donc, je rappelle que c'est un sous-groupe maximal abélien d'éléments semi-simples. Constitué d'éléments semi-simples de G. Mais en fait, dans le cas qui va nous intéresser, c'est-à-dire celui de SL3, si G c'est égal à SL3 de R, ce que je vais principalement supposer, ben A, on peut prendre pour A, donc les fibres de carton sont bien définies à conjugaison près, surtout si on a les uns des autres par conjugaison. Et on peut choisir pour groupe de carton le groupe de matrice triangulaire, enfin diagonale, et de déterminant 1 dans SL. Ok, donc la première étape, c'est que ce qu'on va réussir à démontrer, proposition, et en fait c'est là où il y a tout le matériel qui a été développé par Kevin et Laurent dans les deux dernières séances va intervenir, c'est qu'on va trouver qu'il existe une section mesurable, étape, alors il faut supposer je vais changer tout ça, excusez-moi. Il existe une représentation, en fait ça va changer par rapport à V, donc le H dans un GLW et une application, une section du fibré correspondant, mon nul. Je vais noter S, ce fibré, SO, S de gamma O, mesurable. Évidemment non nul, je mets quand même, si jamais, et A en variant. Donc dans un certain sens, pour l'instant, on va réussir à trouver un espace de dimension 1 qui n'est pas G invariant, mais qui est A invariant. En revanche, on a un espace de dimension 1. Ça va être la première étape de la démonstration, c'est de construire cet espace de dimension 1. Et là, ici, qu'on va utiliser, le matériel qu'on va utiliser, c'est toute la théorie des produits aléatoires des matrices de Furtwängler. Pour montrer cette conclusion, je vais un peu expliquer certains éléments de la démonstration, mais je ne vais pas tout expliquer parce que je ne vais pas avoir le temps en fait, et je pense que j'aimerais juste choisir les éléments qui me paraissent vraiment essentiels. Donc, ok. Donc la démonstration. Va consister à faire la chose suivante. On va supposer, en fait, donc il y a une première étape qui consiste à, que je ne vais pas démontrer en fait,
qui est une étape qui est essentiellement de nature algébrique, qui dit que, comme on a supposé, qui utilise justement l'hypothèse que le pile est d'image d'incidence et non bornée, ainsi que le fait que H est un groupe supposé simple. C'est qui ces trois hypothèses-là? C'est que on peut trouver, en fait, c'est pile d'incidence plus non borné plus H simple. Ça indique qu'on peut trouver une représentation de H. On peut choisir notre rôle là, dans un GL de V, tel que rho de pi de H, de pi de gamma, agit de façon proximale. Et approximale. Je rappelle qu'on dit que une action est proximale si, lorsqu'on regarde les éléments, donc on a un type d'automorphisme dans l'espace vectoriel, de dimension finie, on dit qu'il est proximal si jamais, lorsqu'on regarde toutes ces matrices-là, on les regarde projectivement, et bien dans la limite, on va pouvoir trouver une matrice de rang. C'est la définition de proximale. On regarde l'image de. Donc l'adhérence de l'image de rho pi de gamma dans le projectivisé de rang de V contient un élément de rang. En d'autres termes, en termes de matrice, en termes de comportement de matrice, ça veut dire qu'on va avoir des matrices qui vont projectivement tout contracter vers un point. Contracter presque l'espace projectif de V sur un point en dehors d'un hyperplan projectif, peut-être. Bon, je ne sais pas trop là. Oubliez peut-être pas comme ça. Enfin, c'est bien les propriétés de contraction, c'est ça. Voilà. C'est exponentiel en dehors du epsilon vaginal d'un hyperplan collectif. Voilà, c'est ça. C'est un contracté en dehors, exactement, vers un point. Au niveau géométrique, c'est ça sur l'espace vectoriel. Et donc, en fait, cette hypothèse-là, bon, là pour l'instant, en fait, pour ceux qui ont déconnecté, ça ne rend pas grave. Elle sert simplement pour pouvoir justement appliquer la théorie de Furstenberg et appliquer ce que vous avez fait les deux dernières séances pour trouver une application. Donc ça, là, il y a tout le travail. En fait, tout ça, c'est du Furstenberg, c'est pas du Margulis. Et c'est justement cet article de Furstenberg que j'aurais bien aimé regarder plus en détail, mais c'est vraiment dû à la vie. Il existe, ça implique qu'il existe une application mesurable, que je vais noter H, peut-être plutôt B, TB. Il existe une application mesurable, non B c'était petit b, B de G sur grand B, j'ai réduit l'intelligence le plus possible, donc B c'est la groupe de Borel de G. C'est-à-dire dans le cas de SL3, c'est égal aux matrices triangulaires supérieures. Il existe une application qu'on appelle BOR, c'est pour ça que j'ai un petit b, de G sur B à valeur dans le projectif de B, qui est mesurable. Et gamma rond plus puissant.
ça, c'est la théorie, c'est cette théorie des matrices aléatoires, et une matrice aléatoire qui nous donne ce résultat. Et ce qui n'est pas encore clair, du coup, c'est la première flèche, c'est ça? Enfin, je n'ai pas souvenir qu'on pise à résidence, plus on en est, plus ça chante, implique. Non, tout à fait, ça c'est un truc qu'il c'est faut pas démontrer, je pense. Ça, c'est élémentaire. C'est linéaire de nos puissance. Ouais, mais bon, enfin, c'est... Non, c'est... Les arrêt-skidances, déjà, tu vois. Bon, c'est quand même un certain nombre de trucs. Simple, Élémentaire, je dirais peut-être pas ça, mais enfin, c'est pas... C'est l'algèbre linéaire, en tout cas, c'est clair que c'est l'algèbre linéaire. avec des hypothèses Les produits tout à l'heure, parce que tu Et celle-ci, en fait, celle que vous avez fait ici, voilà, ici, c'est un élément pour les valeurs qui ne sont pas toutes de module 1. ça c'est les exposés de Laurent et Kevin. C'est un de module 1. Donc, tu prends la forme de module 1, tu en volume seul. Bah, tu prends la phase de puissance extérieure, ça va tout les mettre sur une seule droite. D'accord. Tu as 3 droites propres sur une cœur de c'est comme ça que tu fais un truc qui est tout seul, propre, libre en module. Par rapport au reste, c'est... Ok, donc maintenant, ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, ici, on a une application équivalente à valeur dans l'espace projectif de V, et nous, ce qu'on cherche à construire, alors là, vous voyez qu'en plus, elle est B invariante. En fait, vous pouvez y penser comme une application équivalente de G dans P de V, qui est, en fait, invariante par B carrément. Nous, on cherche, donc, ce qu'on va réussir à faire maintenant, c'est, en fait, à partir de ces applications bord, en fait, on va utiliser l'application bord de G sur... En plus, elle est unique, hein, cette application. C'est découlé aussi de tout ce que vous avez fait. On va utiliser l'application bord de G sur B dans P de V. On va utiliser aussi la représentation duale. Donc, la représentation duale. Dans étoile de H dans V étoile qui est également proximale. Bon, c'est ça à peu près clair. De façon à obtenir une application de bord V étoile. Et en fait, de ces deux applications, on va pouvoir déduire une application équivalente de G dans un certain espace vectoriel. Maintenant, on va pouvoir relever ces applications dans les projectifs dans des espaces vectoriels. Par contre, au prix de perdre la invariance, mais on va quand même garder une certaine invariance, en l'occurrence l'invariance par le groupe des matrices léonines. Okay. Quand vous avez P de V, c'est PGL de V P de V, c'est... Non, c'est l'espace projectif de V. C'est l'espace projectif de V. V, c'est un espace vectoriel. Il n'y a pas de structure. C'est pas un vecteur. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Bon, ça c'est peut-être tout ça, ces applications bord, c'est peut-être la deuxième étape de cette proposition, et là c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le gros matériel. C'est là où on utilise tout ce qu'on a fait avant. Donc maintenant, la troisième étape, c'est comment est-ce qu'on fait pour construire donc, justement cette application équivalente à valeur dans un certain espace vectoriel. C'est assez simple. En fait, c'est en quelque sorte de la géométrie projective élémentaire. Donc, on considère l'application B fois B étoile de G sur B fois G sur B dans le produit de l'espace projectif de V avec l'espace projectif de B étoile. Okay. Et en fait, il y a deux remarques ici. C'est que déjà, en tant que G espace, G agit ici sur ce produit de façon diagonale. En tant que G espace, ce truc-là, c'est à un indice fini près et à un ensemble de mesures nulles près. C'est exactement la même chose que l'espace G sur A. En tant que G espace, c'est un isomorphisme de G espace. On va dire isomorphisme mesurable, défini presque partout. Et en fait, cet isomorphisme est valable à un indice fini près. En fait, il est... ça marche dans quel sens? Voilà, je pense qu'on a une application de ça vers ça qui est mesurable et qui est dont les fils sont finis.
Ça passe pas bien. Donc ça c'est rang 2, c'est seulement en rang supérieur. Ça, en rang 1, on aurait un compact, on aurait une extension compacte plutôt, non? On aurait un facteur, enfin ce serait une extension compacte. G sur A serait une extension compacte de G sur B pour G sur B, non? Non, je pense que cet isomorphisme-là, ici, c'est vraiment quelque chose de plus général. Je pense que ça va marcher dans mon rang. On va voir la démonstration dans le cadre de SN3. Je ne vais pas la faire en général, parce que j'utilise des arguments du système de racine que je vais. Qui, à mon avis, déjà que je ne maîtrise pas et qui, en plus, à mon avis, vont obscurcir un petit peu le truc. On va faire dans le cadre de SN2. Le SN3, c'est assez facile, mais je pense que ça marche sur la SN2 par exemple. On va voir ça tout de suite. Et mettons ça de côté 2 secondes. Finissons la démonstration. Juste, je voudrais expliquer pourquoi c'est intéressant de voir ça. Ça sera un peu la table. Maintenant, ça, vous voyez, en fait, quand on a un élément dans l'espace vectoriel, un élément de son dual, on peut construire un endomorphisme. Parce que, en fait, l'élément du dual, c'est juste une forme linéaire. On peut faire l'endomorphisme de V, qui consiste à faire le produit de la forme linéaire avec notre élément V. Donc, à partir d'un élément de là, on peut construire un élément, un endomorphisme, et cet endomorphisme, vu que nos vecteurs originalement sont bien définis du modulo multiplication par une constante, ici on obtient un élément de l'espace projectif. Donc il faut faire attention à un truc, c'est pour ça que je mets des flèches ici, c'est une application qui est bien définie en dehors d'une quadrique de cet ensemble-là, qui est, il se peut que l'élément soit dans le noyau de notre forme linéaire. Pas plutôt, regardez. Là, tu utilises genre les isomorphismes V tenseur V. La forme linéaire n'est pas nulle. Non, il n'y a pas besoin, bien sûr. Bien sûr. C'est juste en nul, quoi. Ouais, non, bien sûr, mais Un vecteur après. donc ça marche bien, donc on a ce truc-là. Et donc du coup, mais par contre, attendez, parce que du coup... non, mais attendez, ouais, non, mais excusez-moi. Il faut peut-être qu'on ait Excusez-moi, c'est parce que donc, le truc, c'est qu'évidemment, si on fait ça, on n'est pas content parce qu'on a encore une application qui rentre, ça va dans un espace projectif. On a tout perdu, on a perdu la bienvariance. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est que si jamais, voilà, donc on a un endomorphisme, on a une forme linéaire, on a V, un élément de grand V, on a une forme linéaire phi appartenant à V étoile, on peut considérer l'endomorphisme phi fois V. Donc évidemment, si V et phi sont définis modulo multiplication par une constante, celui-là il est défini modulo multiplication par une constante. Donc, a priori, on tombe dans l'espace projectif de ordre de V. Mais on peut relever à ordre de V, par exemple, en demandant que la trace de ce mec-là soit égale à 1. Et là, on pourra relever de façon unique. Simplement, justement, c'est là où ça va intervenir cette histoire de cette quadrique. Voilà. C'est que La trace est phi appliquée avec ça. exactement la trace, voilà, en fait, pour pouvoir multiplier de façon à ce que la trace devienne égale à 1, il faut évidemment supposer que la trace de ça est nulle. Et la trace égale à 0, c'est ce que tu dis. C'est phi de V, trace de ça. Ouais, trace de phi fois V, ça doit être exactement phi de V, je pense. Donc, du coup, il faut supposer que la trace de ça est non nulle, c'est-à-dire qu'il faut voir que. Donc, en fait, on pourra obtenir une application comme ça. A priori, on peut obtenir une application comme ça, mais il faut pour ça vérifier, elle sera définie en dehors des points qui tombent dans cette quadrique d'équation trace de phi v égale à 0. Phi de v égale à 0. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est vrai que presque sûrement on tombe dans cet ensemble d'endomorphismes de traces non nulles? C'est parce que en fait, la mesure image de la mesure de Lebesgue ici fois la mesure de Lebesgue ici, c'est une mesure produit ici. C'est les mesures stationnaires dont vous avez parlé dans les deux séances précédentes. Et en fait, ces mesures, elles ne chargent pas des hyperplans. C'est ça que j'imagine que vous l'avez dit. Je vais montrer à la fin de l'exposé. D'accord.
Donc c'est cette propriété ici qui est importante, parce que justement dire que presque sûrement on tombe sur un élément qui est de trace non nulle, ben, c'est à peu près équivalent à dire que justement ces mesures-là stationnaires ne cherchent pas les hyperpoints. L'hyperpont, ce serait justement le noyau de Phillips. Donc du coup, on va pouvoir en effet presque sûrement relever cette application à une application d'entente de V, et on obtient du coup notre application comme on a souhaité. Je voudrais peut-être décrire rapidement cet isomorphisme. Dans le cas de SL2, de SL3, pardon. T'as pas besoin d'utiliser l'action des gamins sur le jeu modèle et autres. Non, je crois pas. C'est correct, hein, moi. Oui, c'est vrai. Je pensais que ça intervient. Non, je crois pas. Je vais dire, je trompe. Attends. Non, je crois pas. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, du coup, qu'est-ce que c'est que G sur B? G sur B, en fait, c'est l'ensemble des drapeaux de R3. Dans le cas, là, donc, je prends le cas de G égale C3 et G égale C3. Donc, c'est les drapeaux de R3. Et projectivement, ça correspond à l'espace de configuration d'un point dans une droite de P2. Donc c'est un point de P2, une droite de P2. Donc c'est P2 fois P2 dual. Et que P appartient à delta. D'accord. Maintenant, c'est quoi G sur A? G sur A, au niveau projectif, tout de suite, en fait, c'est la donnée des trois droites, un sous-groupe de carton, projectivement, il va fixer trois droites. Dans le cas des matrices diagonales, c'est juste les trois axes, quoi. Et en fait, ces trois droites déterminent exactement le groupe de carton. Donc en fait, G sur A, c'est l'ensemble des triangles de P2. Exactement au niveau projectif. Et vous voyez en fait, c'est quoi l'application de G sur B fois G sur B vers G sur A? C'est qu'on a deux éléments de G sur B, c'est-à-dire on a deux fois une droite et un point qui est contenu dans cette droite-là. Évidemment, il y a des cas où ce que je vais dire ne marche pas, mais c'est le cas de nous en nous. En fait, je peux former le triangle qui est simplement le triangle qu'on voit. Ok. Et le truc, c'est qu'évidemment, si on a un triangle donné, on va pouvoir le voir de cette façon, de trois façons différentes. Je vais choisir le point. Ce point-là, il doit être là, là, ou là. Okay. Dans le cas de. C'est juste ça, la place ici. Ok, dans le cas de ça. Donc du coup, on a bien démontré tout, on a démontré la proposition qui est qu'on peut trouver une section équivalente mesurable pour une certaine représentation de H linéaire qui va être invariante. Ok. Pour prolonger, en fait, là, on va penser en termes de sous-espace vectoriel. On a un sous-espace vectoriel de dimension A qui est un invariant de section. Et on voudrait trouver un espace de dimension plus grande, il sera nécessairement une dimension plus grande, vu les arguments qu'on a fait avant, qui va être G invariant. Donc pour ça, là, c'est là où on rentre l'ingéniosité de Maroulis. C'est vraiment là, il y a une proposition qui permet de en fait, je vais
il y a un premier lemme, je vais écrire deux lemmes. C'est les deux lemmes principaux. Donc lemme. Donc déjà un lemme algébrique. Donc une petite notation, si je prends A' dans A, c'est un sous-groupe du groupe de carton, un sous-groupe de livres, eh bien, je mettrai Z de A', c'est le centralisateur de A' dans G. Alors vous voyez en fait, ça peut être un groupe assez gros en rang supérieur, mais en fait c'est vraiment, c'est là où vraiment le rang va rentrer, l'hypothèse de rang supérieur va rentrer de façon essentielle. C'est que vous voyez ce groupe-là, il peut être assez gros, par exemple si vous prenez l'exemple typique de groupe A' qu'on va prendre, c'est on prend A'. C'est égal à lambda moins 2. Lambda, c'est un paramètre qui varie, réel. Donc ce groupe A', c'est un groupe de dimension 1. Et c'est quoi son centralisateur dans SL3 ? Dans SL3, essentiellement, le centralisateur de A', si je ne me gourre pas, c'est un truc du genre mu fois PSLE de R ici. Mu, c'est un paramètre. Et là, je vais mettre mu moins 2. Ok. Et enfin, vous voyez que du coup, c'est un groupe qui est quand même vraiment assez gros. C'est un groupe qui va contenir une copie, en particulier une copie de SLE. Donc voilà, et donc le premier lemme de ma vie, c'est un lemme complètement algébrique que je mets en premier. On verra pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce lemme algébrique après. C'est un lemme qui n'est pas très difficile à démontrer, surtout dans SL3, c'est un petit églo. C'est que il existe un certain nombre A1, A n dans l'ordre, c'est important. Je mets des primes, des sous-groupes de lignes de A, tels que comme avant, strict. De toute façon, c'est obligatoire, mais non triviaux. En fait, ce sera des groupes de cette forme-là, tels que SL3 de R, c'est égal au produit, en tant que. Enfin, là, c'est pas un truc c'est pas une égalité de groupe, hein, c'est une égalité d'ensemble. Donc, n'importe quelle matrice de SL3 de R va s'écrire comme le produit d'un élément, peut-être que je vais commencer par du centralisateur de A' fois un élément du centralisateur de A-1', etc. Fois un élément du centralisateur de A'. Ok. Donc vous voyez en fait la démonstration de ça, essentiellement il faut utiliser des groupes A' donnés par ça. Et on voit apparaître les centralisateurs, on voit apparaître des copies de SL2R, donc des groupes assez gros. En fait, en utilisant ces trucs-là, en fait, ces copies de SL2R, ils peuvent apparaître à peu près partout. Et en utilisant cette idée, en fait, on va pouvoir écrire n'importe quelle matrice de SL3 qui va produire une matrice de ce type-là. C'est vraiment pas dur à voir. Je vais pas le faire ici, parce qu'en fait, j'ai plus beaucoup de temps. Plus tout le temps, mais ce que je vais faire, c'est expliquer, énoncer le lemme, à mon avis, le lemme principal dans tout ça. Le lemme le plus important, c'est le lemme suivant. Maintenant, donc lemme. Donc on va prendre soit. Donc, je reprends une notation du polycopier de Yves Benoît, donc soit I inclus dans S de rho de gamma rho. En gros, c'est la représentation qu'on a construite avant, linéaire de H. Un espace de section, un sous-espace extérieur de section, de dimension finie. Qui est A invariant.
Attendez. Voilà. Alors, donc maintenant, soit également, soit après, inclus dans A un sous-groupe avant. Alors, le sous-espace vectoriel engendré par Z de la prime fois I, G agit sur l'espace des sections. Ok, donc en particulier, je peux regarder l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de sections qui sont des images par un élément de Z de la prime de section de I. Je tiens l'espace vectoriel que je note au crochet Z de la prime fois I, et de dimension finie. Donc vous voyez, en fait, du coup, si on admet, donc c'est ça le crucial, et vous voyez pourquoi il implique, on va pouvoir trouver, parce qu'en fait, si on trouve que ça c'est un espace de dimension finie, il est de nouveau A invariant parce que A centralise la prime déjà, A c'est un scope de Cartan. Donc en fait, du coup, vous voyez que A stabilise cet espace, donc on va pouvoir lui réappliquer cette espèce-là, on peut choisir maintenant un autre sous-groupe du groupe A et réappliquer le même. Et du coup, en fait, ce sera vrai pour le produit. Ce qui sera vrai, c'est que le produit, en utilisant ça, le produit thèse de A prime, de A prime, ouais, j'espère qu'on va faire ça, et dimension finie, et clairement, il laisse cette fois-là, parce que ça, c'est en même temps, ce lemme, cette récurrence avec le lemme de la géométrie précédente montre qu'on trouve un espace G invariant de dimension finie. Et je vais le démontrer parce que j'ai pas pu faire une séance là, il faut finir l'illustration ici. Au moins, je vais essayer d'expliquer l'idée. En fait, c'est aussi assez simple, mais c'est juste. C'est hyper ingénieux, je trouve. Quand tu dis comme avant, ça veut dire comme un image de 10. Comment? Quand tu dis A' comme avant, ça veut dire. Comme avant, c'est-à-dire un sous-groupe de l'I de A. N'importe quel N'importe quel sous-groupe de Cartan n'importe quel sous-groupe de l'I de A va marcher ici pour ce lemme. Là, même s'il est trivial, s'il est trivial, tu tombes sur I. S'il est trivial, Ah non, pardon, excuse-moi, non trivial. Ouais, bien sûr, non trivial. Tout à fait, il faut. c'est ce que tu as mis dans le lève précédent. T'as raison, mais ce qui me fait peur, c'est que ouais, il doit être non trivial. Je sais pas pourquoi ça intervient. Si, il doit être non trivial parce que justement, c'est là où on va utiliser en fait la logicité de A' sur G sur gamma, qui est quand même de façon cruciale, mais si c'était trivial, ce serait évidemment fait. Donc, n'importe quel sous-groupe de l'I de A, en fait, s'il n'est pas trivial, c'est-à-dire une dimension de 0. En fait, c'est un sous-groupe non compact de G. Et donc, le théorème de Moore nous dit qu'il agit sur la logique sur G sur gamma. D'accord? Donc ici, on va l'utiliser de façon cruciale, donc c'est là où c'est intéressant. Donc la démonstration de ce lemme, c'est la suivante. Donc déjà, un premier... Ouais, elle n'est pas évidente. Hein. Elle n'est pas complètement évidente, ou alors c'est moi qui ne comprends pas trop bien. Mais donc je vais essayer de décomposer les arguments en différentes étapes. Un des trucs qu'on va utiliser, c'est un lemme qui s'énonce assez facilement, qui est assez facile à comprendre. C'est le résultat suivant. Je vais le formuler comme ça. Donc un fait qu'on va utiliser, c'est que supposons. En fait, on va essayer de. Voilà. Supposons. Soit E
au-dessus de G sur gamma. Gamma est à la gauche. Un filet vectoriel de rang fini. Et une action de G sur 1 vectoriel. Excusez-moi. Donc on donne aussi H, un sous-groupe de Lie de G non compact, pour pouvoir appliquer le mot. Et supposons que tel que on peut relever l'action de H sur G sur gamma par translation à droite. En une action sur linéaire de sur E. Ok. Tout ça c'est mesurable. Tout le filet vectoriel est mesurable. Les actions sont considérées comme mesurables. Également. Bien alors, l'espace des sections de ce filet, donc des applications de G sur gamma dans 1 qui sont H équivalentes vis-à-vis des actions. Cet espace est de dimension finie. Et en fait de dimension inférieure ou égale à le rang de E. Ok. Et la démonstration se fait, c'est. Vous avez compris, c'est en un fibré. En quelque sorte, il est plat dans la direction de H seulement. On peut relever l'action de H à une action linéaire sur le fibré, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une connexion plate seulement dans la direction de H, sur ce fibré. Et maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est les sections, l'espace des sections mesurables qui sont plates dans ce sens-là, dans le sens de. Dans la direction de H. Et en fait, cet espace est de dimension finie et de. Et pourquoi c'est vrai? C'est essentiellement pour la raison suivante, c'est-à-dire qu'une section, en fait, le problème c'est que quand on a les sections mesurables, on ne peut pas faire le raisonnement que je vais faire, mais essentiellement l'idée est la suivante, c'est que H, il agit de façon ergodique sur la base. D'accord? Donc en fait, une section va être déterminée par sa valeur en un point. Parce qu'elle est H1. En fait, comme c'est des sections qui sont H équivalentes, si on connaît la valeur en un point, on connaît la valeur sur l'orbite de H. Ok? Et donc du coup, en fait, comme H agit de façon ergodique sur la base, en fait, grosso modo, la valeur en un point va déterminer complètement la section. Et évidemment, ce raisonnement est faux, puisqu'elle se définit pas pour un point, mais franchement, c'est pas très bien. Je vais le laisser. Pourquoi ça raisonnement est faux? Pourquoi raisonnement est faux? Parce qu'on ne peut pas prendre un point. Elles ne sont pas définies en un point. Une section n'est pas définie en un point, elle est définie presque partout. On prend un point, on le définit. Ouais, mais elle est invariante presque partout, donc peut-être que le raisonnement que j'ai fait ne va pas marcher. Oui, mais on prend un point. Fait que pour tout H, avant pour tout H, ça existe, non? On prend un point, peut-être que. Non, mais c'est pas vraiment un problème. Je dis juste que ça marche pas strictement parlé, ça ne marche pas comme ça. Franchement, c'est pas dur à démontrer. Si vous voulez, on pourrait discuter plus tard, pas à midi parce que je suis obligé de partir, mais on pourrait discuter. C'est ça l'idée. L'idée, c'est ergodicité. C'est un besoin. Ergodicité. H agissant sur G sur gamma par translation à droite. C'est un besoin. Et maintenant, une fois qu'on a dit ça, en fait, on va pouvoir, en quelque sorte, à chaque fois qu'on translate I par un élément de Z2A', on va pouvoir considérer l'ensemble des sections. Donc c'est un ensemble de sections du fibré original qui est isomorphe à I en fait, en tant que c'est un espace vectoriel de sections. Mais on va pouvoir y penser comme une section d'un nouveau fibré vectoriel qui vérifie
qui a une connexion plate comme avant, où H c'est égal à A'. Et du coup, en fait, chaque G fois I, on va pouvoir y penser comme une certaine section d'un nouveau fibré vectoriel. Et comme on va pouvoir dire justement que l'espace de ces sections de dimension finie, bah, ça voudra dire en fait l'espace de toutes ces sections-là de dimension finie. Donc, c'est une espèce de jeu algébrique, en fait, qui est un peu... juste fini par ça. Ce qu'il faut faire pour conclure la démonstration, en fait, il faut vraiment regarder les trucs en face. Ça m'étonnerait. Enfin, je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire sentir le truc là, mais déjà, ce qu'on peut faire, c'est en quelque sorte, voilà, on va regarder l'application. Donc, ok, on va regarder le fibré homme. Donc E. Ah non, j'avais pris un fibré E, c'était peut-être un peu caché comme notation, parce que le E c'était le fibré original. Donc on a, je vais reprendre une notation, on avait une représentation ronde de H dans GL de W, et on avait construit un fibré qui était fibré, disons, gamma, enfin G sur gamma, produit tordu par rond rond W. Okay. Et on va regarder en fait, je regarde ce fibré comme un fibré en W, et je regarde maintenant le fibré E, qui est les homomorphismes de I dans W. Ça c'est un fibré au-dessus de G sur gamma. Ce W étant le... Là j'ai un fibré vectoriel, je peux toujours regarder le fibré des endomorphismes de I dans la valeur dans ce fibré vectoriel. C'est ce que je suis en train de faire ici. Okay. En quelque sorte, je veux pas simplement considérer les sections de mon fibré vectoriel original, je veux considérer les familles de sections de mon fibré original paramétrées par I. Et c'est ce que j'ai en fait, puisque comme hypothèse, on a un sous-espace de dimension finie, I, de sections d'un certain fibré vectoriel, qui en plus a un variant, mais pour l'instant, on l'appelle fibré. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais considérer l'ensemble des homomorphismes de I vers mon fibré vectoriel, ça nous donne un nouveau fibré vectoriel. Okay. Maintenant, I, il a une structure de... en fait, comme il est un invariant, I, c'est un espace de section, qui est un invariant par hypothèse, j'ai une certaine représentation linéaire de A sur I. Je peux penser à I comme un A module, en fait. Et du coup, ça me donne une action, enfin en fait ça me donne une connexion plate le long de A sur ce nouveau fibré vectoriel homme de I dans W. D'accord, cette connexion plate, c'est si j'ai mon espace W au-dessus d'un point X, l'espace W au-dessus du point A fois X, j'ai une famille de sections à valeur dans cet espace vectoriel. J'ai une application linéaire de I dans cet espace vectoriel. Okay. Là, je peux précomposer cette application par l'action de A sur I, et puis ensuite la composer par l'action de A sur mon fibré vectoriel original, l'action de G linéaire sur celui-là. Okay. Donc du coup, ça me donne une action de A sur ce nouveau fibré vectoriel. Tu pourrais expliquer ce que c'est? W, c'est un espace vectoriel fixé. Donc, W, c'est l'espace vectoriel sous-jacent de la représentation de H. Qu'on avait obtenu. On utilise. D'accord. On utilise. Enfin, c'est l'espace vectoriel. On cherche. Voilà. On se donne cette représentation. On construit le fibré vectoriel en W, comme je l'ai expliqué avant. C'est le fibré tordu par la représentation au rempli. Et on cherche à construire là-dedans un sous-espace de section qui est de dimension finie, qui est déjà un partage. Ok, c'est ça le truc.
Ah non, On parle de l'hypothèse scalaire, on est toujours dans le L. voilà. Là-dedans, on a un I, on a un sous-espace de section qui s'identifie, qu'on appelle I, et on suppose qu'il est invariant. Ok. Maintenant, ce que je dis, c'est que ce sous-espace de section, en fait, on peut y penser comme une section d'un nouveau fibré vectoriel plus compliqué, qui est juste le fibré vectoriel des applications linéaires de I dans le fibré vectoriel original. C'est vraiment tout début, tu vois, j'ai une famille de sections paramétrées par I, par un espace vectoriel I. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends ta base croix I, tu prends le dual et tu Exactement. tensorises avec. Exactement. Avec- Et en fait, si tu veux, maintenant, j'ai envie d'y penser vraiment comme une section, mais maintenant qui est A-invariante. Parce que ce I, c'est un A module, puisqu'il est A-invariant, j'ai envie d'utiliser cette hypothèse de A-invariance, et j'ai envie d'y penser comme une section A-invariante. Et ce que je fais, ben, je définis l'action de A sur ce fibré vectoriel, qui va rendre ce truc-là A-invariant. Et cette action de A, elle est définie. Si tu penses un peu, il faut juste... Alors, en fait, on a envie de définir, si on a une application linéaire de I dans un certain fil de ce fibré vectoriel original, on a envie de la pousser par A. On aura une application linéaire dans une nouvelle file qui est au-dessus de AX. Mais comment dire, si je considère la section de ce nouveau fibré vectoriel que j'obtiens par l'espace vectoriel I, elle ne va pas être invariante par sa définition. Il faut que je torde aussi par l'action de A sur I. C'est l'action diagonale pour le tensoriel. I étoile tensoriel. Exactement. Je pense que c'est l'action diagonale, mais je me demande si ici il ne faut pas prendre plutôt A-1 plutôt que A. Je sais pas, en fait. Je n'ai pas réussi à... Mais quand tu l'écris en termes de section, c'est hyper simple de voir comment... Là, je vais m'arrêter là, parce que je n'ai pas préparé, je n'ai pas écrit. Mais un truc comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'espace vectoriel I de section, maintenant, ça devient une nouvelle section d'un certain fibré vectoriel plus gros, qui va être A-invariant pour une certaine action de A. Et en fait, dès qu'on va prendre un élément G dans Z de A', ben, le G de I, qui est un nouvel espace vectoriel de section, il va être également une section de ce nouveau fibré vectoriel, c'est clair, mais elle est également A-invariante. Enfin, elle est maintenant, excusez-moi, A'-invariante. Et la raison pour laquelle elle est A'-invariante, c'est juste parce que G commute avec A'. Il faut vérifier ces trucs-là, mais c'est juste... Enfin, il faut vérifier, quoi. Pourquoi j'ai connu avec April? Donc, oui, si, j'ai dans son cas. si je prends G dans Z de A', et que je regarde ce nouveau truc, ça me donne une nouvelle section de ce gros fibré. Et cette nouvelle section commute avec A'. En fait, et A' équivalente. Et donc, du coup, en fait, l'espace de toutes ces sections va vivre dans un espace de dimension finie. Ok, à cause du lemme qu'on a, à cause du fait. Et en fait, quand on y pense, ça veut dire que ça, c'est dimension finie. Le seul truc, c'est que si tu dis que I c'est un point dans le truc, c'est un point dans l'espace des sections de ton gros fibré, A fixe ce point, et donc si tu bouges ton point par G, c'est le conjugué. Oui, voilà, c'est le conjugué du stabilisateur. Ah, ouais, tout à fait, ouais, c'est juste ça. Du coup, tu continues. Tout à fait, c'est ça l'argument. Et donc voilà, donc c'est. Le homme dans W, c'est l'évaluation comme au début? Comment? Le E, le fibré, le gros qu'on construit, c'est l'évaluation ou quoi? I, c'est des sections de... Attends, I, c'est les sections de ton fibré, là? Tendu? Au-dessus de... Tu parles duquel? Du fibré qu'on... Ouais. Du fibré ici? Ouais. Toi, tu dis qu'au lieu de prendre I, bah, tu prends homme de I dans W. Voilà. Et en fait, ça, c'est l'évaluation. Et en fait, tu te rends... Enfin, L'évaluation, qu'est-ce que tu tu veux? prends un point générique, entre guillemets, et puis tu... Ça, Oui, tout à fait, ouais, c'est exactement et ça. après, tu le transformes, tu n'as même pas le temps de connexion, c'est juste des invariants par... Exactement, par A à la base. c'est absolument ça. C'est juste l'évaluation d'une section de I en un certain point, et après, tu transformes. Ça donne la section principe. Ok, ok. En fait, je pense que c'est vraiment un jeu algébrique ici qui permet de tout reformuler en termes de points fixes, quoi, de sections qui sont invariantes et invariantes. Ok, bon, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Bertrand. C'est pas de question. Est-ce que vous avez des questions pour en poser? Est-ce que quelqu'un a une question?
par rapport à l'exposé. Est-ce que la démonstration est finie? L'alimentation termination. En fait, il n'y avait pas beaucoup de plus de trucs à faire après sur ce neuf. Simplement, il y avait ces images. C'est hyper intéressant. Ouais, c'est bien. Et alors, attends, il y a quand même un truc, c'est la Bazarevsky densité, la non-borne, le truc non-borné, là, ça apparaît que quand tu as dit qu'il existe une représentation qui est proximale. Non, ça, la densité apparaît aussi dans l'observation du tout début, là. Pour, il me semble que, enfin, en tout cas, on l'a utilisé, je ne sais pas si c'est vraiment extrêmement nécessaire, mais en tout cas, on l'a utilisé pour démontrer qu'en fait, si on a un espace d'état avec dimensions finies, en fait, on peut étendre le morphisme. On l'a réutilisé à ce moment-là. Et il me semble que, enfin, je sais pas, ça me semble peut-être pas hyper essentiel, mais en tout cas, C'est là. c'est direct. Et le I, il est gratuit, là, ouais. Ah oui, c'est vrai. On arrive à conclure si on trouve un I qui est invariant, enfin un espace de section. J'ai mal su. Donc on parle de la proposition d'avant. La proposition d'avant, c'est qu'on avait un espace de dimension 1 qui est invariant. Tu parles de cet espace. Ah, d'accord, ok. Ok. C'est seulement tu arrives à un espace de dimension finie. La dépolie des besoins, c'est le langage des sections équilibrées ou c'est quoi? Ouais, en fait, c'est plutôt. Enfin, en fait, pas vraiment, c'est un peu caché, je sais pas, il n'explicite pas vraiment l'argument. Moi, j'ai réussi à comprendre ça comme ça. Et je pense que c'est ça qui fait un peu. J'ai pas vraiment réussi à comprendre ce qu'il fait. Je suis sûr, presque sûr que c'est vrai. C'est vrai que ça apporte quelque chose, mais c'est vrai que c'est pas la difficulté. Et le rang, il apparaît où déjà? Le rang supérieur ou égal à 2, Il apparaît dans le même algébrique. Pour pouvoir écrire que ton bouger, c'est un produit de Z de A', il faut absolument avoir un rang supérieur, parce que si jamais tu as un rang 1, le A' est de rang 1, tu ne peux pas prendre un sous-groupe. C'est une hypothèse technique en fait. Non, mais. Non, enfin, C'est faux en rang 1, c'est une hypothèse quand même essentielle. ouais, c'est quand même aussi une hypothèse vraiment essentielle. C'est vraiment la structure du groupe, en fait. Tu peux pas te balader avec ces trucs-là. Tu veux que t'aies des. Tu peux pas construire avec ta suite de section avant. Pourquoi c'est attends, je comprends. Franchement, ça veut rien dire, hypothèse technique. Hein, c'est Non, mais la hypothèse structure, complète. tu vois, je veux dire. Enfin, Bah, l'armée, Il permet pas de faire marcher les on peut gens. l'enlever si on était plus fort. Pourquoi Là, on peut pas l'enlever parce que. ok. Ouais, Parce que c'est que hypothèse tu technique, ça va veux les venir. normalisateurs, en fait, les sous-groupes de carton, enfin, dans un semi simple, le normalisateur du groupe de carton, c'est un compact, en fait. Alors ici, dans SLN, il n'y a pas de compact, le compact est trivial. Mais en vrai, tu pourras jamais engendrer ton groupe avec des points normalisateurs de tout l'espace de carton. Si tu as un espace de carton qui est une droite, ben, tu feras rien. Ça, je suis d'accord. Ça, j'ai compris. Voilà, donc tu as besoin d'avoir plus d'une droite, quoi, pour pouvoir prendre un milieu intermédiaire à l'intérieur. Excusez-moi, Ça montre un théorème de structure.